Cette émission vous est présentée par Decathlon. Reconstruction, quel est le plan parfait? C'est lundi. Mais oui. C'est Monday. Yes, the sir. Best day of the week. Oui, monsieur. Voilà, celui-là même qui nous permet de sortir du week-end. Ça fait du bien, hein? Ça c'est fait. Ouais. Ça c'est fait, ça va mieux déjà. Ça va déjà mieux. Tu sais, moi je me réveille le lundi, je fais ah cool, ah bah, trop bien. Fou. Et on se Qu'est-ce que retrouve. je me suis fait chier hier. Bah ouais. Le dimanche est complètement nul, c'est officiel. Vous êtes dans la grosse question. On espère que vous allez bien et que vous démarrez la semaine comme il le faut, comme Alex l'a dit. C'est lundi, le best day of the week. On espère que ça va être une formidable semaine pour vous. Et une semaine doit forcément démarrer avec une vidéo sur votre chaîne YouTube préférée. Une grosse question. Une grosse question classique de cette saison. On remercie tous les copains et copines qui envoient des commentaires bien formulés et élaborés à chaque grosse question qui passe. Moi, je reçois plein de messages des gens que j'ai croisés là récemment à Paris. Oh là là, ce soit sur l'arbitrage ou la main chaude. Les leaders là l'autre jour, les Le leaders, leadership. j'ai eu des bonnes discussions sur c'est quoi un leader en fait. Pourquoi personne fait le skyhook? Ouais. Tout à fait. Les go-to moves, les signature moves. Exactement. On a parlé de plein de choses cette saison. Et je sais qu'il y en a plein qui disent oui, vite, ramenez le top 10 all-time et le top 100 all-time. Mais oui, mais c'est bien aussi de rentrer un peu en détail dans ces grosses questions. Car on le rappelle, hein, le concept, c'est que ce soit sur du actuel ou de l'historique, on rentre un peu en détail sur une grosse interrogation. Ouais, on essaye de... Là, ça touche pas mal l'actualité. Hein, la reconstruction, on va en parler, mais c'est un truc qui est d'actualité un peu tous les ans. L'idée, c'est de regarder un peu comment on peut essayer, en toute humilité, d'approfondir sur ce genre de sujet. Là, la reconstruction, je trouve ça intéressant parce que ça va parler à pas mal de fans d'équipes. Hein. Salut nos potos des Wizards, des Pistons, des Spurs, des Bulls, des Blazers, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Peut-être que... Et des équipes qui vont bientôt être très très intéressées par ce genre de vidéos. Exactement. L'idée aujourd'hui, c'est, comme d'hab, 3 parties, c'est ça? 3 parties, c'est ça, avant de faire marcher la bétonneuse, parce que pour celles et ceux qui débarquent, hein, ce n'est pas une vidéo de, de chantier. On n'en est pas loin. Reconstruction, quel plan parfait. On n'en est pas loin. Hein. Tout à fait. Oh là là. Ma maison s'est effondrée, comment je la reconstruis idéalement? Bah, franchement, il faut des bonnes fondations, après il faut des murs, il faut être étanche. De la flexibilité. C'est pareil, hein, Tout à fait. voilà, faut du budget. Des gens Des gens fiables. compétents. Tout à fait. Ouais, si t'as pas un bon architecte... Du public. Si t'as pas un bon architecte, il y a moyen qu'à la première tempête, t'as plus de maison en fait. Exactement. Bah, c'est un peu pareil la NBA. Eh oui, comme quoi la NBA c'est le BTP. Il y a 3 parties évidemment. On se posera d'abord sur une grosse définition pour définir en fait c'est quoi une reconstruction. Ensuite on parlera un petit peu de contexte. Ouais. Parce que dans la NBA d'aujourd'hui, des reconstructions, j'ai l'impression... là tout le temps, là, Bastien, Alex, vous faites des 30 prévus en 30 jours à chaque fois. Dès que ça marche pas trop, reconstruction. Ouais, bah disons que c'est vrai que on va en parler dans le contexte, mais tous les ans, on peut dénombrer 2, 3, 4, 5 équipes qui sont en reconstruction. Le sujet, c'est comment tu t'y prends pour que cette reconstruction soit fructueuse. C'est ça le but, et c'est ça qu'on va attaquer dans la grosse réponse. Et c'est exactement ça, la 3e partie, la grosse réponse. On essaiera de donner un avis, notre avis, et votre avis aussi est important. Peut-être qu'il y en a qui regardent cette vidéo et qui ont vécu 1, 2, 3, 4 reconstructions. Hein. Il y en a pas mal dans certaines franchises, il y en a un peu tous les ans, dans d'autres. Ce sont ce qu'on appelle des asiles. Et on a hâte justement de voir un petit peu vos retours et commentaires parce que le rebuild, c'est un sacré... Le rebuild. Et j'ai envie de dire le rebuild, c'est un sacré process. Ouais. Pas mal, beau petit jeu de mots. Tout à fait. Avant de parler de tout ça et de sortir la bétonneuse et la pelleteuse, on va faire un point sponsor et ensuite on parlera de bouffe. Exactement. Parce que les lundis s'enchaînent mais ne se ressemblent pas. Et pourtant, on se demande encore... Si vous n'avez pas été checker la collection de Decathlon, vous foncez dans la Descro. Il y a une collection performance avec des chaussures comme celle que Bastien tient dans sa main. Donc les chaussures, c'est pour les pieds, hein. Mais là, ça marche aussi sur les mains. Aux couleurs des Spurs, les couleurs Fiesta. Il y a des chaussures aux couleurs des Warriors, des chaussures aux couleurs des Lakers, des chaussures aux couleurs des Celtics, des chaussures aux couleurs du Heat, des chaussures aux couleurs de, j'oublie certainement une ou 2 équipes. Et il y a également des sweats et des pantalons de jogging, donc un petit côté plus lifestyle. Également à l'effigie de franchise NBA, la Bastien porte un magnifique sweat des Bulls. Pourquoi il a mis un sweat des Bulls un jour où on parle de reconstruction ? L'avenir nous répondra peut-être à cette question. Si vous connaissez l'humour de cette chaîne, c'est pas pour rien. Voilà. Et le lien est dans la Descro.
Il y a pas mal de franchises. Il y a aussi un suite avec un logo NBA que vous avez déjà vu, Bastien ou moi, porter dans des vidéos précédentes. Classique. Voilà, allez-y. De la Cliquez, bonne voyez. cam. Tout à fait. Comme le dit Alex, vous allez cliquer dans la petite escroc. C'est de la bonne cam. C'est les copains Decathlon. Ils sont avec nous depuis plusieurs années sur les lundis. Et ils sont là Et encore. puis je suis sûr qu'ils s'y connaissent en construction, reconstruction et tout. Ah ouais, t'inquiète. Hein, Decathlon, ça... Ça construit. Et ça reconstruit. Mm. Qu'est-ce qu'on mange C'est une Alex, bonne qu'est-ce question, qu'on ça. mange Léon, qu'est-ce qu'on mange Les gens, qu'est-ce que vous mangez Alex, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui Tiens, bah une tarte courgette fromage de chèvre. Enfin, une quiche. Tarte. Quiche. On est à cheval entre les deux. Une tarte salée. Courgette fromage de chèvre. C'est très bon. Je sais, la courgette, c'est pas tout à fait la saison, mais- J'attendais de voir s'il y avait des gens qui allaient Fromage intervenir. de chèvre, il n'y a pas de saison de toute façon. Fromage de chèvre, non, tu Bon, peux y aller. Allez. Donc fromage de chèvre, courgette, voilà. C'est bien, Vous quelques herbes, débrouillez, rien vous d'autre. trouvez des Ouais, courgettes. non, ça passe. Je suis sûr qu'il y a moyen. C'est formidable. Et c'est n'hésitez très pas. bon. Ah oui. Ça Froid passe ou tout seul. chaud, toi, tu Ah non, chaud. Chaud, ouais. Ouais. C'est bon aussi, froid. Non, mais ça passe bien froid le lendemain et tout, mais Avec la salade. sur le coup chaud, je l'aime bien. Voilà, tu sors du four, tu laisses reposer, tu manges ça tiède, quoi. J'aime Classique shit. Voilà. Et on sait qu'est-ce qu'on mange Petite brochette chez le japonais. Ouh. Ah. Ouais, ça me fait bon. Qu'est-ce qu'on prend bien. Les trucs avec de la viande et du fromage, là Là il y a. Je demande. il y a- Les yaki. conflit d'intérêt. Tu parles des yakitori, Ça là c'est pas très japonais. Non, ben non, c'est pour ça. Mais oui, c'est ça. Ouais. On prend quoi plutôt comme brochette On prend des... On a viande, pas des poissons. Ah ouais Et je sais pas, là, moi à côté, Ok. il y a poulet, bœuf. Mmh. Voilà. Pas saumon, thon, des trucs comme Pas de ça saison vu qu'on tue des animaux tout Ouais. le temps. Il n'y a pas de saison. mort, tout. Mais saumon, thon, tout ça, t'aimes pas Non. Ok, très bien, parfait. Donnez-nous Super, vos super. recettes évidemment sur tout ce qui est japonais. Moi j'ai testé une merveilleuse recette la dernière fois. Ce sont des gnocchis au brocoli. C'est-à-dire que tu fais du brocoli, tu les ramollis. Des gnocchis. Et puis voilà, gnocchi au brocoli. C'est ça qui est bien. Vous prenez du brocoli, vous le faites bien Avec ta cuire. fourchette, tu peux même prendre un gnocchi et un brocoli. Et tu peux le mettre dans ta bouche, tout à fait. Vous pouvez aussi écraser le brocoli. Ensuite, vous prenez de la farine, vous faites une pâte vous-même. Et lorsque vous coupez avec des petits morceaux de gnocchi, en fait, vous les mettez dans l'eau, ils remontent à la surface et vous faites des gnocchis au brocoli. Ah, ok, d'accord. Eh ouais, Pas mal. maintenant ça rigole un peu moins. Respect. Eh ouais, tout à fait, vous pouvez faire ça avec, qu'est-ce que j'ai fait avec pois chiches et tomates. C'est très bien, c'est très bon pour la santé, c'est formidable et c'est réconfortant. Sinon, vous pouvez faire une quiche de saison. Voilà. Bien sûr, c'est très bon les quiches de saison. Bien sûr. Ou des brochettes de bœuf fromage. Dites-nous ce que vous mangez évidemment en ce lundi de l'an de grâce 2024, c'est un classique. On va pouvoir se poser la grosse question reconstruction. Quel plan parfait? Oui, il y a cette grosse question à laquelle on va devoir répondre. Avant ça, est-ce qu'on ne devrait pas définir les choses, dire Ouais. les termes? Bon, il y a deux mots importants dans la grosse question. Est-ce que je clappe quand même? Ouais, pardon, vas-y, je t'en prie. Hop, plus définition. Une grosse définition pour bien démarrer, mon cher Alex. Il y a deux mots importants. Reconstruction et plan. Je sais, c'est bon, c'est ce que c'est. N'empêche, ça vaut le coup quand même de poser juste, comme ça nous aide pour la suite. Donc, je vais chez mes copains, toujours les mêmes, hein, le petit Robert et la Rousse. Enchanté. Petit Robert, action de reconstruire. Reconstruire. Enfin, la reconstruction, c'est l'action de reconstruire. Et chez la Rousse, il faut une petite précision, très importante. Action de reconstruire ce qui a été détruit. Ce qui n'est pas inintéressant dans le cadre de la NBA, puisque c'est un éternel recommencement. Par définition, tu reconstruis, possiblement ça a marché avant, mais ça marche plus, et tu détruis pour reconstruire. On va voir des cas, quand on va faire le contexte, voire même quand on va faire la grosse réponse, on va voir des cas qui correspondent à ça. Et après, il y a le côté plan. Qu'est-ce que c'est un plan? Et là, je trouve ça intéressant en fait de définir, c'est marrant de définir de manière très littéraire, littérale un mot, et de se dire... Putain, mais ça colle nickel avec ce qu'on fait dans la NBA en fait. Alors Genre Larousse nous dit un plan, suite ordonnée d'opérations prévues pour atteindre un but. C'est exactement Objectif, ça. et on va y arriver avec les étapes 1, 2, 3, C'est 4, 5, 6, 7. Et c'est exactement ce qu'on va faire, essayer de faire dans cette vidéo. Mettre du contexte pour bien expliquer historiquement les reconstructions, comment ça fonctionne. Et à la fin, essayer de faire le plan parfait qu'il faut suivre étape par étape pour avoir une reconstruction réussie. Sachant qu'il y a évidemment des aléas, il va falloir un peu de chance et tout. Mais quel est le plan parfait? Quelle est la suite ordonnée d'opérations qu'il faut faire pour atteindre le but? On va pas se mentir. Le but, voilà, c'est gagner le titre. Hein. Le but, c'est pas jouer le play-in. Enfin, ça peut l'être, mais ça peut être un but intermédiaire. C'est une des étapes du plan. Voilà. Je suis bien d'accord. D'ailleurs, c'est assez voilà. intéressant. On pourrait en soi. Bon, après, je vais pas commencer à. Les gens vont partir en courant, mais
C'est bien le genre de truc qu'on aurait pu faire sur 2K, tiens. Nous, quand on faisait Château Trash Talker, c'était plus une construction. Ah, c'est une construction, c'est pas une reconstruction. C'était une construction, on ne faisait pas une reconstruction. Mais on démarrait from the bottom, donc il n'y avait pas de reconstruction de quelque chose qui avait été détruit. Nous, sur Football Manager, on a reconstruit des équipes avec Ouais, les 11. tout à fait. De Moi, A à sur Z. FIFA aussi, j'avais fait ça par le passé. On pourrait en soi, j'y réfléchirais, c'est un Sur le truc. palmarès de Southampton, nous, je peux dire qu'on l'avait bien Ah, il boosté. est bien mieux Ouais, maintenant. on l'avait bien boosté. Mais si tu prends les Pistons d'aujourd'hui et que tu essayes sur 2K de les ramener jusqu'au titre, je vais y réfléchir un peu. Ça peut être une idée à la con, ça c'est pas mal. Bon, la définition semble assez claire. Hein. Ouais. Et puis après sur parfait, bon bah voilà. Bah, parfait, ça va, vous savez le définir. Exactement. On va se mettre un gros contexte. Allez, il faut. Le gros contexte. Nous sommes en l'an de grâce 2024. Et le mot reconstruction, Alex, je le vois tomber dans toutes les sauces, à toutes les envies. Tout va trop vite. Tout va trop vite. Les gens, dès que t'es plus au second tour des playoffs, faut reconstruire. Alors, effectivement, il y a le côté reconstruction un peu excessive. Après, ça peut se défendre aussi, vu qu'on vient de dire le but c'est d'aller au titre. Si t'arrives pas à aller au titre, mais est-ce qu'il faut pour autant reconstruire? Parfois, on voit des équipes repasser par des stades intermédiaires, qu'on va définir plus tard. Mais c'est vrai que comme la NBA, c'est un cycle, c'est un éternel recommencement, forcément, en fait, c'est assez rare, dans l'histoire de la NBA et des franchises qui la composent, c'est assez rare de trouver des franchises qui vont te dire, non, nous, on est tout le temps un peu là, on n'a jamais vraiment reconstruit. Actuellement, au moment où on parle, donc on est en 2024, on est dans la saison 2023-24, on a en reconstruction, en cours, et puis alors bien bottom, bien salé, on a les Pistons, t'es d'accord? Les Wizards, t'es d'accord? Les Spurs, Pistons Spurs, finale NBA 2004. 5. ouais, Pistons ont continué un peu après, et les Spurs ont quand même été champions NBA en 2014. Les Spurs, c'est une des rares équipes dans l'exemple dont tu parlais, là, qui est championne en 99, championne en 2003, championne en 2005, qui a un moment de... On va pas bottom De non plus. flottement. Il y a un Ouais. moment de flottement à rester dans Ils les arrivent hauteurs. à trouver. Et en 2014, tu reviens. Mais c'est Ils un ont- cas rarissime. Ils n'ont pas reconstruit. Là, ils reconstruisent. Oui, je pense qu'on Ils peut- bottom, ils viennent d'avoir un numéro 1 de draft, Victor Wembanyama, et ils veulent construire autour de lui. Donc on a les Wizards en ce moment, on a les Pistons, on a les Spurs. Pour moi, les Blazers, on n'est pas loin d'une reconstruction. C'est une transi-construction. Ouais, mais ils vont pas gagner beaucoup de matchs, et je pense que possiblement, en fonction des trades à venir, il pourrait y avoir un bon gros tank sur au moins une saison à venir encore. Et donc là, on pourrait quand même parler de reconstruction en fonction de ce qu'ils font et de ce qu'ils gardent. En fait, c'est comme si tu disais reconstruction totale ou partielle. C'est-à-dire que les Blazers, il y a eu un gros changement, c'est le départ de Lillard. McCollum, puis Lillard. Avant McCollum, tout à fait. Donc c'est une reconstruction qui semble totale, je te rejoins. Parce que Portland, t'as envie de le mettre dans le groupe des reconstructions. Mais peut-être que des gens vont nous dire non, attends, c'est une transi. On avait Anthony Simons qui était déjà là. Ça sent quand même la transi Mais en Jeremy passant par la Grant. 14e place de l'Ouest, quoi. Donc pardon, mais pour moi c'est une reconstruction. Mais c'est pas, d'ailleurs c'est pas sale hein, comme mot. Hein. Bah non, T'as le droit de le dire. Hein. ce n'est pas sale. Non, surtout dans la. Honnêtement, dans le contexte, c'est important de dire ça aussi. C'est avant tout, c'est de se refaire sa base. Pour moi, Blazers, tu as tradé McCollum, puis tu trades Lillard. Honnêtement, t'es en train de rebuild. Ok, il y a Jeremy Grant et tout, mais honnêtement, t'es en train de rebuild. Parfois, on en voit, et d'ailleurs les Blazers c'est un cas intéressant pour ça, où la reconstruction elle a commencé même entre guillemets un peu avant, mais au niveau du terrain on s'en rendait pas encore compte, c'est quand tu commences à déboîter ce qui se passe dans le front office. Quand il y a un Neil O'Shea qui dégage et qui se fait remplacer par Joe Cronin. Tu as des cas d'équipe où ça débouche sur une continuité, il y a un changement de general manager ou de président des opérations basket Proprio. dans une continuité. Et t'en as d'autres, comme aux Blazers, où ça montre une cassure, et le nouveau, lui, il va dire non, bouton rouge, on y va, on Stop. rebuild. C'est un peu ce qui se passe du côté des Blazers, je trouve. Bien sûr. Vas-y, pardon. Non, j'allais ajouter, regardez les champions récents, obligation de repasser par une reconstruction. Les Nuggets, de la belle époque, hein. Attention, hein. Les Nuggets qui avaient Iggy, Kenneth Farid, premier tour des playoffs face aux jeunes Warriors de Stephen Curry. À un moment, ils ont dit, bon bah voilà, on va arrêter les conneries avec Ty Lawson et toute la clique, on va passer par les profondeurs un petit peu. Alors il y a aussi des coups de chance, hein, mais Jamal Murray c'est un très haut choix de draft, Nikola Jokic c'est un très bas choix de draft, mais Denver s'est retrouvé au drafté. Ouais, Et ils ont fait des bons choix. Ils ont fait des bons choix. On a vu Toronto passer par des années vraiment compliquées
Et ensuite, ils ont fait, attends, on va essayer de rester dans l'élite jusqu'à faire le petit move qui fait la différence. Et à chaque fois, ces équipes-là, il y a eu du mouvement dans le front office qui a précédé les mouvements de joueurs Tout à qui fait. leur ont permis d'atteindre des gros objectifs. Exactement. Contexte, les Bucks entre Michael Redd et Giannis Antetokounmpo il y a quelques années quand même. Hein, c'est des Bucks qui ont dû passer quand même par quelques profondeurs, mais qui n'ont pas non plus eu besoin d'un top 5 choix de draft pour voir les choses différemment. Ça, ce sont les équipes qui, peut-être, comme d'autres par le passé, ont... C'est-à-dire qu'en gros, ils ont décidé d'appuyer sur un bouton rouge alors que ça allait pas si mal, et du coup, ils n'ont pas forcément des choix de draft hauts tout de suite. Ouais. C'est vrai. Bien sûr. C'est un peu ce qu'ont fait les Bucks, c'est un peu ce qu'ont fait aussi les Nuggets. Tout à fait. Euh, T'as plein de modèles différents. T'as les Warriors là qui ont été champions sur la fin de la décennie 2010, qui ont eu une grosse saison vraiment sale. Parce que le contexte était la blessure d'un franchise player et un autre qui n'était pas là. Donc ils ont bottom pendant un an mais ils ont avant pas, de revenir. on parle Mais ils ont pas de reconstruction. Ils ont pas C'était juste reconstruit. une année off. Tout à fait. C'est un peu différent. Bien sûr. Quand LeBron part de Cleveland en 2010, Ah bah là, il y a The reconstruction. Decision, là ta reconstruction, tu te retrouves avec des Cavs atroces, Kyrie Irving débarque, et tu reconstruis un plan en espérant que 4 ans plus tard, l'enfant roi du pays revienne. Bingo. Bingo. Non, tout à fait. Donc le contexte fait que, vous pouvez regarder les champions récents, t'as quand même eu très probablement un passage par Et les puis tu as bas-fonds. différentes étapes, c'est-à-dire que là on a cité les équipes, donc Pistons, Wizards, Spurs, éventuellement Blazers, qui sont en full reconstruction et qui sont plutôt tout en bas dans la ligue, et qui, soyons honnêtes, quand elles perdent un match, ça leur passe d'un coup, enfin, tu vois, ça leur en agite une sans faire bouger l'autre, quoi. Enfin, ils s'en foutent, ils sont pas là pour gagner des matchs. T'as des équipes un peu avec des reconstructions qui avancent, mais on sait pas encore exactement où c'est en train de les emmener. Je pense par exemple aux Rockets. Je pense, qu'est-ce qu'on fait des Hornets, tu vois, j'en sais rien, où est-ce qu'on les met. T'as des équipes où on se demande si... est-ce que bientôt elles devraient pas appuyer sur le bouton, justement, le fameux, et puis justement se assumer le fait qu'il faut reconstruire, que ce qui a été fait ne marche pas. Là, je pense plus aux Bulls, je pense peut-être aux Hawks. Qu'est-ce que j'avais noté ? Les Raptors sont peut-être en train de se poser ce genre de questions, en se disant, on va pas vraiment bottom, mais on va reconstruire. T'en as parlé, on a Scotty Barnes, et il faut construire autour de lui. Donc tu trades OG Anunoby, ça se trouve d'ici là que cette vidéo sorte, Pascal Siakam sera plus un Raptor, mais tu vois ce que je veux dire ? Et tu vas peut-être pas bottom complètement, mais enfin on va quand même parler de reconstruction. Bien sûr, Parce qu'en fait les mecs qui ont fait ton succès passé, ils seront plus là, tu les auras tous tradés, quoi. Tout à fait. Et dans le contexte, enfin moi dernière note que j'avais, dans le contexte actuel, quand on parle de reconstruction, c'est aussi parce que mine de rien, ce qui avant était une NBA exclusivement et intégralement dirigée par les stars est aussi en train de rendre quelques fleurs aux très très bons et excellents dirigeants en charge de reconstruction. Bob Myers est devenu une superstar et un nom connu de tous, notamment parce que c'est un mec qui a dit on va avancer les jetons, notamment dans les années qui étaient pas cool des Warriors, pour savoir pique tel mec, pile tel mec. Il y a- Sam Presti, Sam Presti est une superstar parmi les agents, parce que, par les GM. le gars de Grizzlies aussi, là, j'ai pas son... Comment il s'appelle déjà là ? Il fait du très 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 bon travail. Les Grizzlies, Tout le qui- management en fait. qui, je le rappelle, ne sont pas en reconstruction. Pareil. Non. Ça va être une année off, là, vraisemblablement, parce que Oui. c'est compliqué à cause des blessures, mais c'est pas une reconstruction. Et ils avaient fait le choix en quelques mois de faire la transition entre Marc Gasol, Mike Conley et un pic de draft qui va devenir Ja Morant. Donc tout à fait, ils ont fait des choix. Mais c'est aussi ça le contexte, c'est que de plus en plus, tu as des joueurs qui sont très sensibles à la qualité des managers qui sont au-dessus d'eux, parce que aucun joueur NBA ne peut aller loin sans un bon manager, hein, ça, je suis désolé. Non, Tu c'est peux pas aller- impossible. en tout cas, aller loin. Tu peux pas aller jusqu'à la bague. Hein. LeBron s'est tapé Chris Grant à Cleveland pendant des années. Il a fait, il y a un moment où ça suffit, c'est conneries, je veux un general manager. C'est comme ça, j'ai oublié. Bah, c'est une légende absolue. Et donc, à un moment, il a dit, bon, bah, je vais passer par Miami. Bon, bah, voilà. C'est hein. marrant, ça a marché. T'es à Miami, ça Après, on marche. peut pas dire qu'ils ont reconstruit. Eux, ils ont construit d'un coup. Tout à fait. C'est-à-dire que Pat Riley a fait putain, j'ai rien. Bah, tiens, je vais me faire un palais. Bien un sûr. Été, en un été. Ouais, mais c'est preuve aussi que les managers dictent beaucoup de choses et qu'on on est émerveillé à chaque fois par les triple-doubles et les performances des joueurs, mais dans ce truc, on va beaucoup parler des general managers. Et le fait que la NBA soit une ligue fermée permet des choses que d'autres compétitions sportives ne permettent pas en termes de Bah reconstruction, notamment le fameux tanking, où on le voit tous les ans, des équipes ne sont pas là pour gagner des matchs et elles n'ont
elles n'ont pas peur de perdre des matchs, puisqu'elles ne peuvent pas être reléguées ou avoir des si grosses sanctions financières. Il y a même des équipes qui font des tankings de malades, qui gagnent très peu de matchs dans la saison et qui sont bénéficiaires financièrement parlant à la fin de l'année. Ouais. C'est juste que le tanking, c'est un effet de levier sportif pour obtenir les meilleurs pics de draft possibles. Mais c'est quand même assez intéressant. D'ailleurs, on peut même se poser la question, est-ce que dans une reconstruction bien menée, est-ce qu'il y a forcément, à un moment donné, une ou deux, peut-être même plus, saisons de gros tanks ? Peut-être que oui. Peut-être qu'en fait... Quand on parle de reconstruction, ouais. Construction, je sais pas, mais reconstruction... Reconstruction, il y a forcément un moment où soit tu as un effectif de merde, tu t'en sors pas, tu dis vas-y, soit tu avais un effectif, comme je disais, là, un peu middle, bouton rouge, et là, du coup, tu dis je m'en fous des assets, et je veux des hauts pics de draft, quoi, en Ouais, gros. puis on en revient à ta définition qui était très bonne, qui parlait de rétablir quelque chose qui a été détruit. C'était quoi le terme ? Enfin, tu vois, je veux dire, on parle de destruction. Destruction, c'est le tanking. Hein. Action de reconstruire ce qui a été détruit. Bon, donc t'es obligé de bottom et de tanker. Non, mais c'est sûr. Voilà pour le contexte global. À moins que tu aies d'autres éléments. Non, je pense que moi j'ai envie qu'on rentre en détail dans cette grosse réponse. Tu es prêt ? Vas-y, je t'en prie. Tentons une grosse réponse à cette grosse question du jour qui est donc reconstruction. Quel est le plan parfait ? Amis et amis ES, General Manager, General Manageuse, n'hésitez pas à participer et à nous donner vos plans. Parce que Alex, il a son propre plan de reconstruction. J'ai le mien. Il est passé par les Suns qui ont connu des années hardcore. Je suis passé par les reconstruit. je suis passé par les Spurs et les Hawks, c'était de la merde aussi à bien des niveaux certaines années. Mais donc du coup, je t'envoie un petit peu la balle. Le premier réflexe que tu as, c'est quoi ? Alors, le premier réflexe, on va se baser d'un point de vue vision globale de franchise. Le premier réflexe, c'est évidemment être sûr qu'à la direction des opérations basket, ce qu'on appelle souvent le président des opérations basket, ou le VP, des fois c'est le general manager qui a tous les pouvoirs. Ça dépend comment c'est structuré, mais en gros, être sûr qu'à ce poste-là, il y ait la bonne personne avec le bon staff pour prendre des décisions. Et ensuite, le plan parfait n'est qu'une suite de décisions. Mais évidemment, d'un point de vue global de franchise, on a vu des franchises où on se disait mais qu'est-ce qu'il fout ? Et en fait, un nouveau GM arrive, un nouveau président des opérations basket débarque et il fait un travail complètement différent et ça commence à travailler différemment. Moi, j'aime bien ce que fait Leon Rose, par exemple, chez les Knicks. Je trouve que Danny Ainge faisait du bon boulot, mais je suis assez impressionné par la mue de Brad Stevens qui est passé du banc à un poste de front office. Il n'a pas fait une reconstruction, Brad Stevens. C'est Danny Ainge qui a fait la reconstruction. Mais je veux dire, t'es d'accord ? Enfin, il y a vraiment des mecs comme ça. J'ai l'impression que Brad Stevens... D'ailleurs, Danny Ainge, il a été envoyé dans une reconstruction. Enfin, il y est allé. Brad Stevens, demain, tu le mets dans une équipe en reconstruction. Je serais assez confiant pour me dire, ce mec-là, ouais, il est capable de prendre des bonnes décisions. Il va me cutter les mecs qu'il faut, il va bien drafter, il va être malin sur les contrats, tu vois. Ouais. Plein de qualités qui vont influer sur les décisions qui vont suivre. J'ajouterai un élément, parce que si j'étais justement à ce poste-là, ce serait la première chose que je checkerais, c'est mon entente avec le propriétaire. Parce que... Il faut être sur la même longueur d'onde. Et ça, moi, c'est mon truc numéro 1. C'est qu'en fait, engager des excellents vice-présidents des opérations basket ou présidents des opérations basket ou général manager, c'est formidable. Mais si tu mets des personnes de haute qualité en fonction, mais qui n'ont pas accès au portefeuille comme on leur avait dit ou comme ils auraient espéré, ta reconstruction, c'est peanuts. Parce qu'il y a un moment, il va falloir prendre des gros choix. Il va falloir faire des gros sacrifices et parfois un peu serrer la ceinture et dire on va payer la taxe, on va pas payer la taxe, on y va. C'est pour ça que je te disais, il faut se placer d'abord du point de vue de la franchise et bien choisir la personne en charge du sportif, puisqu'il doit y avoir une discussion entre cette personne qui va effectuer des choix et les gens qui tiennent les cordons de la bourse derrière. Absolument, c'est le tweet à la con que certains savent que j'arrête pas de relayer à chaque fois, qui est vous dormez tranquille si vous avez un pont proprio, GM et président d'opération basket. Dès que vous avez ça, déjà tu peux travailler. Déjà tu peux travailler. Et c'est ce qui fait que d'ailleurs dans les franchises glorieuses, la récente, dès que tu parles des Spurs, des Warriors, du 8, dès que tu es passé par là récemment Boston, ou les Bulls des très très belles années 90, ou le Jerry Buss avec Mitch Kupchak, enfin, dès que tu vois des combos légendaires, c'est que c'était très bien entre le proprio portefeuille et son directeur des opérations basket. Jerry Reinsdorf et Jerry Krause et Jerry Krause.
mine de One rien. shot, ils sont allés à fond, hein. Ah bah one shot, ils ont 6 titres. Oui, tout à fait, mais ce que je veux dire par one shot, c'est que c'était pas, ils se roulaient pas des pelles le dimanche, tu vois. Ah non. Mais ils étaient suffisamment sur Ils la étaient même quand même longueur bien d'onde coordonnés, ouais. pour un but commun. Et but commun atteint. Plus Tout à fait. qu'atteint. Plus qu'atteint, ouais. Ils ont... Ding, 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 ding. Bref, il est dans l'actu, on vous laisse regarder ce qui se dit Exactement. autour de Jerry Cross ces derniers temps. Faut pas siffler. Hein. On est d'accord, je le disais tout à l'heure, mais le but de ces plans de reconstruction, on a dit jouer le titre. Si on veut être un tout petit peu plus précis, on pourrait dire avoir une fenêtre de tir pour le titre. Oui. C'est de se mettre en situation de dire, hey, yes, ça y est, on a une Pour fenêtre regarder de en tir. arrière, historiquement, on se dira on avait tout donné pour essayer de la Voilà, parce choper la balle. qu'après, il y a des aléas, Ah bah, il y a les la blessures, il y a chance, les trucs, il y a les reconstructions ouais. trop bien menées qui donnent jamais rien. Parce qu'en fait, le meilleur joueur de l'équipe, il était blessé en demi-finale de conf. Tu vois, donc, mais malheureusement, ça reste du sport de haut niveau et il y a des trucs que, même par exemple, si t'es les Clippers, bon, il y a des trucs que tu maîtrises pas. Voilà. Hein, j'ai pris au hasard une franchise. Ou les Suns. Voilà. Tu es les Suns, t'avais fait des trucs bien, t'étais en finale, tu menais 2-0. Bon, voilà. Plan de reconstruction impeccable, hein, mais bon, pas aller jusqu'au bout, c'est pas grave. C'est avoir une C'est fenêtre moins de tir, t'es d'accord? Tout à fait. Donc après, moi j'ai tout un tas de tirets et d'étapes. Si Allez, tu veux, je peux vas-y. te les balancer. Bah tu me dis ce balance, que et t'en puis je te dis si j'arrive à en insérer une ou deux. penses. Et c'est quand même assez dans l'ordre. C'est-à-dire que... Le plan voilà. de Lexinator. Premier truc hyper important, on le voit trop souvent, il faut pas tarder à casser un roster qui n'a d'avenir que dans le ventre mou. En NBA, malheureusement, jouer la bataille dans le play-in, c'est bien si tu es en train de le jouer dans le cadre d'une progression. Si ça fait 5 saisons que tu es à la bataille pour le play-in avec un effectif qui est là, qui est au complet, que tu n'as pas trop de blessures, faut casser ton roster. Non? Pardon, oui. C'est vrai ou pas? Bah oui, je suis d'accord. Salut Atlanta. Non, vous avez fait une finale de frérot, on a été en finale de conf, Vous les êtes- Bulls, ouais, vous êtes allé ils en rêvent finale. de ça Ça y est. depuis... Non. Chicago, très bon C'est exemple. Chicago que je tousse là, c'est les Bulls. Non, Atlanta... Non, les Bulls, les fans des Bulls, là tu leur mets une finale de conf aujourd'hui, les mecs... Non, mais ils sont trop contents. C'est vrai qu'Atlanta était en finale de conf il y a 3 ans. Tout à fait. C'est pas négligeable. L'année prochaine, ça fera 4 ans que Atlanta est dans le ventre mou. Et donc là, tu te poses des vraies questions. D'ailleurs, il se l'est posé. Absolument. Donc, pas tarder à casser un roster qui n'a pas d'avenir en dehors du ventre mou. Ça veut dire quoi casser? Ah, bouton rouge. Hein. Ça veut dire qu'en gros, tous les rosters sont construits de façon à peu près équivalente. T'as 1, 2, 3 parfois très gros contrats, des contrats middle, des contrats rookie. Tu me prends les 2-3 gros contrats qui prennent beaucoup de place, qui sont souvent sur soit un rookie fort qui vient de signer son extension, soit un vétéran bien payé. C'est des deals. Et ton objectif, normalement, dans un premier temps, c'est pas forcément de gagner les trades tout de suite, c'est de récupérer des assets, pick de draft ou très jeunes joueurs auxquels tu crois, pour préparer l'avenir. D'ailleurs, c'est mon deuxième tiret, parce que ça, on y arrive après. Mon deuxième tiret, éviter les contrats qui trustent trop de place dans le salary cap. Il faut les dumper. À partir du moment où tu as dit c'est bouton rouge, salut Chicago, Zach LaVine doit être transféré, le cas d'Emar DeRozan doit être jugé, et il faut regarder le cas Vucevic. Si tu décides d'appuyer sur le bouton rouge, ce que je pense qu'il devrait faire si on est sur l'exemple des Bulls. Mais donc, tu tardes pas à casser ton roster, et pour casser ton roster, il faut pas avoir peur de lâcher, d'y perdre un peu sportivement sur les contrats qui te trustent trop de place dans ton salary cap. J'entends. Et évidemment, c'est la version max, donc là c'est vraiment quand on est en go fast reconstruction, donc c'est pas grave si on n'a pas eu de transfert. mais Tout à fait. en tout cas, tu vas, tu veux des assets. Et de la flexibilité, qui moi est le premier terme avec lequel je vais me réveiller le matin. Lâcher les gros contrats. C'est lâcher les gros contrats et notamment épurer mes finances. Ouais. Parce que tu peux avoir récupéré 157 pics et être peinard, mais Si t'as pas de place dans le cap, si t'es foutu dans ton cap, t'es mal. Donc, du dumping. dans la- Dumper les gros contrats. complètement dans la continuité de ce que tu disais, si j'ai des joueurs qui sont assez bons, j'essaie d'en récupérer au moins quelque chose, au pluriel. Et ça va notamment passer par des pieds de draft et de la flexibilité financière. Et là, qui va ensemble, j'ai mon tiret suivant, récolter des assets. En gros, il faut tes meilleurs assets à toi. Idéalement, il faut les trader au meilleur moment pour récolter les meilleurs assets possibles. En gros, ton gros joueur, quand il est dans une bonne pente ascendante, mais que toi, tu vois bien que tu restes dans le ventre mou, il faut avoir le courage à ce moment-là de dire, bah tu sais quoi, il est sur une pente comme ça, Julius Randle, bah c'est maintenant que je le trade. Je sais pas pourquoi j'ai dit Julius Randle, moi, mais T'aurais pu. vous m'avez compris. Non, mais tu vois, c'est maintenant que je le trade parce que c'est maintenant que je veux des assets. Là, bien évidemment, les Knicks sont pas du tout en reconstruction. C'est maintenant, Denis à dire. Mais
Ouais, non mais... Ou je sais pas, les Raptors, moi je trouve que les Raptors, ils ont peut-être perdu pas mal de valeur sur Siakam en tardant trop à le lâcher. Ah oui, c'est Après, ils avaient peut-être pas les offres qu'il fallait, peut-être qu'ils vont pas le lâcher. Parfois, tu te mens un qu'en peu, fait, tu te dis, je suis pas en peut-être que le temps que cette construction. vidéo sorte, eh ben Siakam il aura signé pour 4 ans, on verra. Mais en tout cas, voilà. Savoir trader au bon moment, savoir casser un effectif au bon moment, c'est souvent mettre le plus de chances de son côté pour récupérer les meilleurs assets en face. Je te suis complètement. J'y ajouterai ma petite touche personnelle, mais c'est très personnel. De par vécu avec plein de franchises, on a pu voir la manière dont ils draftaient. Je mets davantage un accent sur le fait d'épurer mes finances que de récupérer des très bons choix de draft. J'ai plutôt tendance à faire confiance... Des choix de draft tout court. Des choix de draft tout court. Je suis d'accord. J'ai plutôt tendance à faire confiance à mon groupe, mes scouts, mon intelligentsia, pour me retrouver avec des Desmond Bane de fin de tour, pour me retrouver avec des Rudy Gobert de fin de tour. Non, mais on a vu des Pour me retrouver reconstructions avec- bâties sur un pic 13, hein. Et Ou un pic 15, hein. un Donc pic ça, 13, c'est- 15 non, non, y ou a pas de problème. 56. Ou 42. Ou 45 exactement. Donc c'est juste là-dessus le petit détail que je mettrai à Je suis titre d'accord. perso pour être parfaitement aligné avec ce que tu dis. Les premiers tirés, on est d'accord, c'est leave me alone au niveau de mes finances. Tant que j'ai du pic de draft, je pourrais peut-être combiner quelque chose avec par la Je suis suite. Une fois que ça c'est fait, que tu as commencé à envoyer, à démolir et à envoyer le bouton rouge et tout, il y a le terrain qui va revenir. Donc là, l'objectif, il est simple, perdre un maximum de matchs. Désolé. Un bon gros tanking, au moins une saison, voire 2, te permet souvent de récupérer un pic dans le top 5. Et quand même, historiquement, dans la draft, dans le top 5, il y a des franchise changers. Il y en a. Après, il faut savoir les recruter. Après, j'ai 3 tirés, ils vont bien te plaire. Perdre un maximum de matchs, avoir de la chance à la loterie, c'est de la chance, mais si t'en as, c'est mieux. Ah bah ouais. Et bien drafter après. Parce que des mecs qui avaient des pics 2 ou des pics 3, et puis en fait, 4 ans plus tard, on est là, ouais, Marvin Bagley, James Wiseman, tu vois, Michael Kidd-Gilchrist, là, je vous sors des pics 2 là. Donc, tu vois, Non, c'est sûr. perdre un maximum de matchs, avoir de la chance à la loterie et bien drafter. C'est important. Travail de scouting, travail de compréhension de ce qui se passe, de quel joueur va pouvoir bien s'adapter à la NBA, son potentiel va vraiment bien fitter. A priori, dans un premier temps, tu choisis le potentiel en priorité. Quand même. A priori, tu choisis. Si tu viens de péter ton roster, Maintenant, j'avoue que j'ai peut-être oublié une étape, tout en haut. vas-y. Dis-moi. C'est uniquement si on est dans la position de tout diriger, hein, c'est-à-dire être le président des opérations basket. Ouais, c'est celle-là. Ouais. J'ai besoin d'instaurer un ADN, une identité de franchise. C'est-à-dire qu'on va accepter que tel type de profil de joueur. Le Heat a une ADN de profil de joueur. Un ADN, pardon, de profil de joueur. C'est vraiment hardworking, nose bleeding, tous les trucs, etc. Les Spurs ont eu leur ADN pur de joueur où c'était les Spurs qui disaient... Est-ce que ça se bâtit pas quand t'as ton franchise, ça, quand même? Eh ben, je trouve qu'à titre personnel, tu peux le faire plutôt dans le sens inverse. C'est-à-dire que si de base, identitairement, tu dis voilà comment on va être, et donc on ne discute pas avec ce type de joueur ou ce type d'agent. Par contre, on va mettre dans les meilleures dispositions possibles ce type de profil de joueur. Eh ben, moi, je m'en fous qu'il ait le, entre guillemets, le 14e meilleur talent de la draft. S'il est comme ça, je le prends. Je sais pas. Mais c'est moi versus Je toi. vois hein. ce que tu veux Moi, dire, je ferais mais plutôt ça. Je suis pas sûr. Ok. Je vois par exemple les Pacers, ils sont devenus une équipe avec l'ADN de Tyrese Haliburton en termes de jeu, de fun et tout. C'est un transfert. Oui, Pas pareil. mais en fait, tu vois, leur ADN, c'est pas forcément l'ADN qu'ils avaient avant. Et je sais pas si on peut parler de reconstruction avec les Pacers. On voit quand même. C'était bon avec Sabonis et compagnie. Ouais, mais oui, t'as raison. Mais l'année dernière, ils ont eu une saison un peu en deçà. C'est pas une reconstruction, je suis d'accord. C'est un petit comme ça, là. Je suis d'accord. C'est pas une foule. Ils ont pas fait bouton rouge. Ça, on est d'accord. Mais par contre, bon, potentiel en priorité quand même. Si t'as rien ou que t'as très peu de bons joueurs, bah t'essaies de prendre les meilleurs joueurs possibles et surtout le meilleur joueur possible dans 5-6 ans, quoi. Je pense. C'est dans un deuxième temps. En gros, si t'as une team faible et qui joue pas grand-chose, vaut mieux drafter au potentiel. Une fois que ta team faible et qui joue pas grand-chose, elle devient une team, il se passe des trucs, il y a lui et lui. Là, tu peux peut-être, si t'as encore des pics de draft pas mal et tout, genre, je sais pas, par exemple, le cas des Rockets, ou un cas encore plus avancé actuellement, OKC, ils vont peut-être commencer à se dire, hop, on va pas drafter un arrière. On va peut-être drafter
en fait, c'est peut-être plus malin de drafter un ailier, il nous plaît bien, lui, et il fit mieux à nos besoins. Je sais pas si c'est ça qu'ils vont faire, mais ça se comprendrait déjà beaucoup plus, tu vois. C'est dans ce sens-là que je veux dire. Ah, bien sûr. C'est pour expliquer mon propos. Je comprends. Ensuite, il y a un timing qu'il faut pas rater. C'est le moment où il faut pas hésiter à investir sur le bon vétéran une fois que le noyau de jeunes commence à être solide. C'est pas si facile que ça. On en parle souvent. Parce que construire des noyaux de jeunes, je dis pas que c'est facile. Hein. Ah non. Mais si t'as tanké et que t'as ramassé du pic, il y a des drafts où tu vas débarquer, t'as 2-3 choix au premier tour. Oui. À un moment donné, les gars, c'est aussi des professionnels. Donc si jamais les mecs ils draftent 2 années de suite, 2 ou 3 fois dans le premier tour, et qu'ils ont pas un seul bon jeune, désolé les gars, mais peut-être va falloir faire un autre métier. Tout à fait. T'es d'accord? Donc normalement, des staffs professionnels de NBA, s'ils ont tanké et qu'ils ont gratté du pic et qu'ils commencent à se pointer et que les scouts ils savent qu'ils ont le 6, le 12 et le 19, tu vois, je veux dire, et l'année suivante ils ont le 4, le 23 et le 27, normalement avec ça ils te ramènent un noyau de jeunes avec plusieurs jeunes corrects. Et il y a certainement un qui va sortir du lot, type Alperen Sengun avec les Rockets, Voilà. qui n'était pas le choix le plus élevé des Rockets, mais le joueur qui avait le plus de talent à développer. Ou les Sixers qui ont tanké comme des gros porcs jusqu'à temps qu'à un moment donné on a compris Jahlil Okafor s'est raté, Carter Williams, machin, tout ça, ok, et boum, Joel Embiid. Non, c'est vrai. Bien sûr, bien sûr. Donc c'est ça qui est. Mais donc il y a un moment où quand t'as bien tanké, t'as fait des bons choix de scout, t'as eu un peu de chance à la loterie et tout, t'as bien drafté, nanana, il y a un moment où il faut commencer à aider ce noyau de jeunes à progresser, et c'est un timing qui est pas si simple, parce qu'en fait ça demande des qualités complètement différentes aux mecs qui scoutent et aux mecs qui choisissent les joueurs. Finalement c'est pas le même travail. Il y a un moment où il te faut ton Chris Paul du Thunder, Chris Paul des Suns, ton Fred VanVleet des Rockets, ton... Là, je parle de cas un peu récents, actuels, exprès, hein, mais il y en a dans l'histoire, il y en a d'autres. Hein. Mais oui, toutes ces équipes-là, elles sont passées par un gros vétéran, bien sûr, bien sûr. Il y a un moment où Dwayne Wade du Heat, Alonzo Mourning, Shaquille O'Neal qui débarque, machin, ouais, ça aide. Dwayne Wade, il est extraordinaire en 2006. À l'âge qu'il a, il a que 3 saisons NBA dans les pattes, les finales qu'il pond, c'est une dinguerie. Ouais, il tombe au bon endroit. Hein, mais aussi. pardon, mais il y a un environnement de fou furieux, et il y a un manager qui a fait, ouais, je vais te mettre des vétérans. Ouais, Gary Payton, c'est bien ça, un backup. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, voilà, Paul George était très important. content d'avoir David West, Kawhi était très content d'avoir Duncan et compagnie, tous ces garçons-là. Il y a Duncan, Tony, Manu, Il avait assez. coaching. Il avait assez de vétérans, un peu trop apparemment. Peut-être, voilà, c'est ça, exactement, c'était un peu trop vieux. Mais en tout cas, je pense que c'est c'est un moment qui est hyper important. C'est clé. On en parle tout à fait, on en parle tous les ans dans les 30 premiers en 30 jours, on regarde les tableaux des arrivées et des départs, on dit le petit ajout de vétérans là qu'ils ont fait, ou eux il leur manque un gars comme ça, ce serait bien qu'ils l'ajoutent à leur effectif. Parce que tu vas commencer à te ramener dans des résultats un peu respectables, quelques moments qui vont sortir du lot, tu vas te dire bon bah tiens, on a tapé tel gros qui était fatigué, qui est venu dans notre ville, ça fait la une des journaux, il y a un potentiel avec ce groupe, on va pouvoir continuer à développer. J'insiste sur l'identité. Moi, à ce moment-là, j'espère qu'on n'a pas été trop rapide sur le processus, parce que c'est personnel, mais je connais pas de franchise qui va extrêmement loin sans défendre. Et donc mon équipe, dans sa construction, dans son identité, sera défensive. Tu peux pas faire des constructions avec de l'offense dans tous les sens, et c'est pas grave, on verra plus tard comment on peut défendre et on ajoutera du vétéran. Ça, c'est dans le choix des joueurs. Obligé, dans le choix des joueurs, dans le choix du staff, du coach, des assistants coach, de tout. Hein. C'est-à-dire que vu qu'on est dans cette position-là, il faut aussi que le coach que tu aies pris à ce moment-là, combien de fois on a parlé de coachs qui sont très bons en construction et qu'après il y avait besoin d'un coach pour passer un cap? Ça, moi, c'est un tiret qui arrive un peu. C'est déjà un peu pas tard. loin. Okay. En fait, pas loin. En fait, après, ils sont dans l'ordre à peu près, mais l'ordre exact, genre, est-ce que tu dois d'abord investir sur le bon vétéran qui va booster ton noyau de jeunes, qui a besoin de grandir et tout, en admettant que t'en aies pas déjà un dans ton équipe. Parfois, c'est plutôt avoir les baloches de monter un gros trade où tu lâches un jeune ou deux, mais tu récupères un All-Star parce que tu as un de tes jeunes qui est déjà All-Star, et en fait tu sens que c'est ça qu'il faut faire, tu vois. C'est ce genre de moment. Et est-ce que c'est juste avant ou juste après que si au début tu as un coach que je qualifie plus de éleveur-développeur,
qui te permet de développer ton noyau de jeunes, de les faire grandir, qui les responsabilise, et ça joue bien, et ça joue dur, à tous les matchs et tout. Mais par contre, tu commences à arriver play-in, play-off, puis à chaque fois tu te fais out-coacher, tu commences à dire merde, fais chier, je me suis fait niquer. C'est très rare d'avoir un coach qui soit un super éleveur-développeur et qui soit aussi un coach ultra gagneur. Je dis pas qu'il y en a pas, il y en a eu dans l'histoire, hein, Popovic, Spoelstra est pas mal dans le genre. Ouais, bien sûr. Je pense, tu vois, mais en général, on en a vu plusieurs ces dernières saisons. Par exemple, les Warriors, Mark Jackson, Steve Kerr. Je te dis pas que Mark Jackson c'est the éleveur-développeur, Non, mais Steve Kerr et Kuminga, mais il est il y quand a même des dans petits ce- soucis, ouais. dans ce truc-là. Et Kerr, par contre, il est arrivé, il a fait les gars, techniquement, on va faire ça. Et puis attends, toi tu es titulaire là. Et puis on va jouer comme. Enfin, tu vois, et il nous fait chier à Tony Allen. Bah attends, en fait, on va cramer Bogut. Enfin, des choix tactiques qui ont fait les Warriors. Bien sûr, tout à fait. Tu t'es obligé d'avoir des coachs qui sont capables de prendre ce type de décision et c'est très compliqué Est-ce d'avoir que les Marc bons profils. Daigneault du Thunder, est-ce que le Thunder se dit, Marc Daigneault, c'est un coach avec lequel tu gagnes un Ben, titre? on va le voir. Voilà. Mais le définir. en gros, il y a une question qui va se poser. Est-ce que si un Thunder qui monte, continue à monter et se fait fumer une fois, deux fois, à des stades un peu trop intermédiaires de playoff, est-ce que rapidement, Marc Daigneault, côté Thunder, ça va dire merde, en fait, il nous faudrait, je ne sais pas quel profil, genre, viens, on va essayer de débaucher, je sais pas qui là, mais viens, on va essayer de débaucher Carlisle ou des mecs qui ont déjà gagné, ou Budenholzer, on va le faire revenir ou quoi, tu vois. En fait, tu peux, mais encore une fois, on en revient à quelle décision a pris ton management au-dessus, parce que souvent, c'est le coach qui va prendre, qui va être sur le siège éjectable, parce que c'est le premier à sauter. Souvent, c'est la suite naturelle des C'est choses. la suite naturelle des choses, mais est-ce que le management a fait le bon travail de recrutement aussi? Parce que Nick Nurse a rien demandé. Il est arrivé juste après Dwayne Casey. Nick Nurse, il a pas eu à élever ni à développer, lui. Il est arrivé et il a fait la finish line. Tout à fait. Spot parfait. Ouais. Dwayne Casey a trimé, il s'est fait le Bronto pendant des années. Et il y a un moment où Masai Ujiri a fait ok, je pense que t'es le bon gars, je t'ajoute Kawhi et Marc Gasol à deadline et tu m'emmènes jusqu'au bout. Il a réussi à le faire, fine. Pareil pour Mark Jackson. Comme La tu l'as très Philadelphie bien est dit, en train avec d'essayer de Steve faire la même avec Nick Il est en Nurse. train de faire pareil, Ils ils ont ont pris fait- Nick Nurse dans ce but-là. Kerr. Doc Rivers, T'es out. d'accord? On veut aller jusqu'à la finish line, prenons Nick Nurse, tout à fait. Mais si Philly échoue, une fois, Bah, faudra regarder les contextes aussi. on verra les contextes et on verra notamment si le management a aussi répondu à ces attentes-là. C'est-à-dire que quand il y aura eu plusieurs rumeurs sur ah tiens, il faudrait un deuxième ball handler derrière Tyrese Maxey parce que ça semble être une évidence, est-ce qu'à ce moment-là, ils ont fait les moves nécessaires? Ils ont fait en soi déjà quelques moves nécessaires. Là, le management qui dit on met Nick Nurse, mais en plus, on trade Harden contre des pièces vétérans, Batum notamment qui peut venir aider, c'est un très très bon move en direction du titre. Mais il faut que le management soit très très bon dans ses choix de joueurs. Parce que Daigneault, par exemple, bah on va voir, mais il y a un moment où pour le moment Sam Presti lui dit gros, je te file du caviar, du saumon, tu fais ce que tu veux, du brocoli, de la quiche, je sais plus ce qu'il voulait, des brochettes. Tu fais ce que tu veux. L'effectif est là. C'est-à-dire La qualité de l'effectif est là. La qualité de l'effectif du Thunder, Mais tu le peut-être vois. qu'elle nécessite d'être encore augmentée. Et elle La va être qualité de l'effectif, je veux dire. Et elle va être augmentée par notamment les trades dont on a parlé la dernière fois. Mais donc on verra pour Marc Daigneault, on ne le jugera que par la suite. Non, mais c'est des arbitrages toujours difficiles. Oui. Est-ce que c'est ton coach qui a pas été assez bon? Ou est-ce que c'est parce que t'avais pas délié suffisamment et puis que t'avais pas assez de profondeur à tel poste que tu t'es fait fumer? Bah, j'ai l'impression que De quand toi, on arrive genre, là, je sais pas combien de steps il te reste, mais j'ai l'impression que Il quand reste plus on, beaucoup. Bah, quand on est là, t'es plus loin, t'es plus très loin. Hein. quand on est là, Quand on est là, t'as une fenêtre de tir. t'as une fenêtre de tir. Ah bah oui. Et à ce moment-là, il y a un truc qui rentre en compte, qui parfois peut être provoqué par les managers, et parfois c'est la vie, buddy, je suis désolé, c'est la chance. C'est-à-dire qu'il y a des managers qui ont coché toutes tes cases. Ouais. Ils Et ont ça a tout pas payé, fait, ils ont bien tout sûr. rempli. Il y a un mec qui s'est fait ACL, l'autre, il s'est pris le shoot au buzzer de l'humanité Oui. sur la tête avec 7 rebonds sur l'arceau. Oui. Et en fait, tu te rends compte en regardant 3 ans plus tard que ta fenêtre de tir, c'était maintenant. Oui. Et il y en a plein, beaucoup Et- plus qu'on peut l'imaginer, des équipes Regarde, comme ça. c'est mon tiret et c'est un de mes derniers tirets. Savoir quand la fenêtre de tir est ouverte pour tout mettre au bon moment. J'ai mis quelques exemples. Bah, là, Les tu- Bucks ont réussi leur coup. Ah bah oui. Drew Holiday, Je voyais le jour où il y a le transfert, on était là, genre. bingo et tout. Les Suns ne sont pas passés loin, mais ils sont pas passés loin, ça veut dire qu'ils l'ont pas eu. Mais ils sont pas passés loin. Ils ont lâché des joueurs bons pour prendre Chris Paul et travailler différemment, et ils ont fait une grosse régulière. Malheureusement, en finale, ça a craqué. Est-ce que les Wolves sont allés trop vite du coup? Parce qu'ils ont quand même mis tous les œufs dans le même panier. Hein. Je sais pas, l'avenir va nous répondre. Les 2 prochaines saisons, les Wolves,
Ils sont en fenêtre de tir, pour moi. Ils sont premiers de l'Ouest, ils ont un Deepoy, ils ont un joueur montant, une star montante, ils ont un Ils ont lieutenant beaucoup, ils ont offensif tout, monstrueux, ils ont des mecs pour défendre et tout. Est-ce que les Wolves, est-ce qu'on va tomber sur Chris Finch? Est-ce qu'on va tomber sur Towns? Est-ce qu'on va tomber sur Edward? Est-ce qu'on va tomber sur personne? Parce qu'en fait, ils vont être champions. En tout cas, ils sont en ce que j'appelle en fenêtre de tir. C'est-à-dire qu'en gros, je dis pas qu'ils sont contenders forcément Non, mais cette année. Minnesota peut bomber le torse mais- en avril. Ouais, c'est-à-dire qu'ils peuvent arriver en playoff et faire bonjour. Alors, qui peut nous battre sur une série en 7? Alors, dites-nous. Tout à fait. Juste parce que sur demi-terrain, on est très très chiant. Et puis, on a un mec en attaque qui est lourd. Et puis, on a ci, on a ça. Et d'ailleurs, je veux bien ton avis là-dessus. Là, j'ai noté. Donc, l'objectif ultime, c'est le titre. Faut pas griller les étapes. On est d'accord tous les deux là-dessus. Hein, se lancer trop tôt ou trop tard, souvent c'est fatal en fait. Si tu fais le mauvais trade trop tôt, ton équipe elle donne rien. Si t'attends trop, en fait tu rates ta fenêtre de tir. Pour moi, la durée de la période que j'appelle de temps, qui est vraiment de construction, de reconstruction, elle est un peu indéfinie. On a envie qu'elle soit la moins longue possible, mais on a vu des équipes tanker pendant 5 ans, 6 ans. Salut Saminki, salut les Sixers et tout. Pistons et tout. Ensuite, t'as la période un peu intermédiaire, c'est la période dans laquelle il faut pas rater le bon vétéran à faire venir, le coach éventuellement à changer si tu sens qu'il y a besoin, ou le gros trade pour un joueur et tout. La période où je dis t'es en période de play-off, quoi. Ça, c'est une période, à mon avis, qui doit durer 1 an, 2 ans, 3 ans max. Ok. Où en gros, t'es trop fort pour tanker, clairement, mais t'es peut-être pas encore tout à fait assez fort pour te dire je suis en fenêtre de tir pour le titre. Tu vois? Et après. J'aurais donné un peu plus de marge, mais ok. Pas beaucoup, hein. Parce qu'après, tu peux vite faire être une équipe de ventre mou, en fait. Attention, hein, c'est pas facile. Hein. Et après, t'as la période où t'es en fenêtre de tir pour le titre, la période où tu vises le titre. Pour moi, c'est 2-3 ans max. Hein. Regarde les Suns, on a l'impression que c'est presque... Parfois, on se dit, quand on les voit jouer, on se dit, putain, ces mecs-là, ils étaient en... Enfin, ces mecs-là. Non, c'est pas ces mecs-là, justement. Mais cette équipe-là, avec ce logo-là... Cette franchise. Elle était en finale. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Oui, complètement. Ou, je sais pas, les Clippers, par exemple. Oui. Les Clippers, les Sixers, qui ont des joueurs injury prone et tout. Oui. Est-ce qu'une année comme cette année, où ça a l'air de pas trop mal se goupiller et tout, il faut absolument qu'ils soient vraiment contender, quoi. Il s'agit pas de se faire fumer en demi, quoi. Et ils font les moves nécessaires. Voilà, c'est ça que je veux dire. Avec tout l'amour que tu as pour Nico Batum et le Batum Battalion, tu t'en sépares avant la reprise de la NBA parce que tu peux avoir Harden à la main. NBA actuelle, c'est ça ma question. Qui sort d'une reconstruction ou pas, qui est en fenêtre de tir pour le titre actuellement? Boston. Ouais. Milwaukee. Ouais. Denver. Sixers. Oui. Denver, évidemment, champion en titre. Ouais. Clippers. Clippers. C'est déjà pas mal. Hein. Moi, j'en ai pas d'autres. Et j'aimerais avoir une fenêtre de tir, les Lakers. Quand même. Un peu loin, je pense. Bah ouais, mais n'empêche que les gars... Là, Ils sont dangereux. Bah, les mecs sont en Dans finale de l'absolu, conf dans leur l'année dernière, tête, et dans leur tête, ils jouent mais, le titre, quoi. Oui, mais ce qui est vraiment là sur la régulière, pour l'instant, ils se comportent comme une équipe. Non, et on qui dira a fait peut-être des que du coup tirs c'est pour le Darwin titre. Ham et que... Ouais, tout à fait. Ok, si c'est à définir. Minnesota... Ok, si c'est encore un peu court, Ouais. Minnesota, je demande à voir. Minnesota, on demande à voir. Mais tu vois, ok, si. Et les Cavs et les Knicks, c'est à déterminer. Par rapport à ce que je disais, tu vois, ok, si c'est un exemple intéressant. Ils ont fait une reconstruction. Il y a eu un trade qui leur a amené, quand ils ont pété Westbrook, Paul George, il y a des trades qui leur ont amené des joueurs, Chris Paul d'un côté. Ils ont tout donné pour avoir Shai Gilgeous-Alexander. Exactement. Et une fois qu'ils ont isolé leur superstar, ils ont dit on va tout faire pour s'assurer que ce soit autour de lui qu'on construit. Donc ils ont collectionné du pic qu'ils ont utilisé sur des Jalen Williams, sur Chet Holmgren, Josh Giddey, enfin ça draft plutôt sérieusement. Ok, si ça rigole pas. Très bien, bien sûr. Est-ce qu'à un moment donné, il y a une étape là dans toutes celles que je viens de citer dont ils ont besoin, genre le vétéran. Là, c'est le vet. On en a parlé dans le dernier apéro. Non mais tu vois, c'est le vétéran. Bien sûr. C'est le trade où tu packages des assets et éventuellement tu ramènes un troisième gros joueur identifié Moi, j'ai l'impression sur que un poste où ils en ont besoin. Moi j'entends. Non, mais Bah moi j'ai l'impression que là il y a peut-être une étape qui manque parfois et Vas-y, parce ouais. que c'est un peu chiant avec la reconstruction parce que dans la société actuelle on veut tout de suite maintenant. Ah bah là, c'est du temps. Ouais. C'est qu'en fait OKC là pour moi ce dont ils ont juste besoin c'est du temps, c'est d'aller en playoff. T'en as pas en NBA. Hein? T'en as pas ou peu. Ben il faut en donner un peu plus. C'est-à-dire que OKC les mecs, si là ils vont en playoff et ils vont en demi et qu'ils s'arrêtent en demi. Ça c'est super. Bon bah formidable. S'ils revont en demi l'année suivante. Ça va encore.
S'ils revont en 2000 l'année suivante. On commencera à dire qu'est-ce qui cloche. Je te jure, tu verras. Tout à fait, mais. On commencera direct à faire Marc-Daniel. Tout à fait, mais à ce moment-là. encore fait outplay par Tyronn Lue. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire comme move? Tout à fait. Qu'est-ce qu'on va faire comme move? C'est juste ça. Ah ben oui, bah là les moves en général, hein, c'est nous, en tout cas nous les observateurs et ce qui se passe dans les franchises, c'est ça essaye souvent de changer le vétéran si t'en avais déjà un pour dire prendre un mec meilleur. Parfois ça fait péter un gros trade qu'on n'attend pas. Oui. Et le plus souvent, t'as un coach qui gicle. Tout à fait. Moi, j'avoue que je suis un peu plus de la team donner du temps, parce que il y a un autre ingrédient là que la NBA nous montre récemment, c'est que les équipes qui sont championnes, elles ont de la continuité. On a fait monter des super teams, des trucs avec des KD, Harden, Kyrie, des LeBron, Westbrook, Anthony Davis. On a fait genre, wow, attends, Jokic et Murray, ils ont tout traversé ensemble. Il y a eu des moments où on a dit, ils vont peut-être casser le groupe pour voir s'ils doivent transférer Jamal Murray. Même Jamal Murray a eu peur. Ouais. Les Raptors, on était à 2 doigts de tout faire péter jusqu'à ce qu'ils disent, attends, c'est notre fenêtre, DeRozan plus Puttle contre Kawhi Leonard. Et pareil pour les Bucks, il y a un moment où on a fait Giannis, c'est un fonce dans le mur. En quelle année il est MVP la première fois? 2019, 18 18. Il fait 18-19 Giannis? Ouais, puisque Jokic doit faire. Non. Je sais plus. Il fait 19 et 20. En fait. Oui, Harden fait 18. Oui, c'est ça. Giannis fait 19 et 20. Okay. Donc il est MVP pour la première. On savait que c'était un gros joueur avant. Hein. Oui, tout à fait. Mais il est MVP pour la première fois en 2019. Oui. Ok. 2 ans plus tard, ils sont champions. Ouais. C'est pas mal. Non, mais c'est formidable. Mais là, c'est génial. Mais c'est juste que c'est pas la norme. Je sais pas si c'est. Regarde Denver, on est dans des timings qui se regardent un petit peu aussi. Hein. Et donc Denver et Milwaukee, c'est formidable. Mais le format des Lakers de la bulle, c'est un format qui est quelconque. Le format des Warriors qui sont revenus d'outre-tombe alors qu'ils étaient avec James Wiseman avant. Mais c'était pas. Je donnerais juste un peu de temps. Je suis d'accord, mais c'était pas des sorties de reconstruction. Ce que j'essaie, les Lakers, c'était pas une sortie de reconstruction. Tout à fait, les Lakers ne reconstruisent jamais. Ils font péter des stars. Tout à fait. C'est vrai ou pas? Non, mais bien sûr. Je donnerais juste davantage aux équipes qui veulent être dans la continuité, parce que souvent, ce qui se passe, c'est que face au tumulte de la NBA et à tous ces managers qui bougent, ces joueurs, ces agents, ces machins, ces nouveaux, les équipes qui ont de la continuité, elles font aussi la différence. Et donc là, quand on est tous les mains sur les hanches en se disant « Ah bah tiens, quand même, on est vachement étonné de ce qui se passe à Miami », bah en fait, pas tant que ça non plus. Parce que tu te retrouves quand même devant un axe, quoi qu'il arrive, le 15 avril, où t'as Spoelstra, Butler, Adebayo, et autour de ça, t'as d'autres mecs. Non, et si tu as ça... J'entends, mais ce que je voulais dire par là, c'est que les équipes qui sortent de reconstruction, quand elles commencent à avoir la structure de joueurs, l'effectif, où on se dit « Ah !» Tu vois, genre, en gros, le candidat MVP, MVP, les bons gros lieutenants, une défense, des gros joueurs d'attaque et tout. À partir de là, la pression est réelle, et en fait, finalement, on se rend compte que la fenêtre de tir, entre les histoires contractuelles qui peuvent foutre la merde quand tu dois prolonger des types, entre les coachs qui peuvent se faire dégager parfois un peu trop vite ou pas assez vite, enfin... La concurrence qui se renforce encore mieux. La concurrence qui se renforce. Les blessures, les Nuggets notamment, ont eu de la malchance au niveau blessure dans de mauvais timings. Moi, je félicite le fait que ce soit accroché. Exactement. Mais ça n'a pas duré trop longtemps. Non. Il y a eu 2 saisons de suite où il y a eu de la grosse frustration. Et la 3e saison, en gros, bam. Je dis des conneries? Non, c'est ça. Non, en 2020, ils font une finale de conf et après, ils sont frustrés jusqu'en 2023. Voilà. Et ils arrivent. Et c'est bien. Et ils se sont donné du temps, t'as raison, moi je respecte à fond. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on se rend compte que quand ils ont eu leur vraie grosse fenêtre de tir, les Nuggets l'année dernière, avec Murray en forme, Caldwell Pope recruté pour ça, Aaron Gordon qui s'entend bien avec Jokic, la pression mise sur Michael Porter Jr. pour qu'il fasse les efforts, et Bruce Brown en sortie de banc. En gros, la fenêtre de tir, tout le monde était là. Ils l'ont pas raté. C'est ça que je veux dire, c'est qu'il y a un moment où c'est peut-être le plus dur, c'est d'être prêt pour ces moments-là. Là où les Suns ont raté, par exemple. Donc c'est pour ça, c'est ma dernière question. Ils ont raté. Ils sont pas les seuls. Hein. Non, bien sûr, ma dernière question pour toi, c'est donc Miami a raté aussi. Si je suis du coup ta logique, ça veut dire que si Boston ne gagne pas le titre cette saison, vu l'historique des dernières saisons, ils doivent tout casser. Non, c'est pas ce que je dis. Je dis que Boston, clairement, ils sont contenders ou pas loin depuis 2 saisons. Boston, ils sont allés en finale une fois. Ouais, mais avant, ils étaient jeunes, c'était un peu la surprise. Maintenant, c'est plus la surprise. Ouais. T'es d'accord? Ils sont allés en finale il y a pas l'année dernière, mais donc l'année d'avant. L'année dernière, ils étaient en finale de conf. Cette année, ils font une grosse régulière. Il y a 4 ans, ils étaient en finale de conf. Ils font partie des grosses équipes et tout.
Il y a toujours eu des petites choses où on s'est dit ah 2022 les Warriors étaient entre guillemets trop forts pour Boston. C'était pas leur tour. Ouais. L'année dernière, je pense qu'ils ont chié contre Miami. Et ils ont un changement de coach qui est imprévu. Ils ont un changement de coach imprévu en début de saison, puis je pense qu'ils chient quand même contre Miami, là, se laisser mener 3-0 et tout, voilà. Je suis pas sûr pour autant qu'ils auraient fumé les Nuggets, attention, les Nuggets, ils m'avaient l'air bien sérieux quand même. Mais ce que je veux dire par là, c'est que cette année, Boston, leur objectif, comme beaucoup de contenders, c'est d'arriver à 100% avec tout le monde, leurs 5 majeurs qui cartonnent là, en playoff, et là, on pourra dire, au début des playoffs, Boston pas champion égale déception. Est-ce que derrière, faut tout casser ? Ça sera à eux de juger. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est cruel. Derrière, on va être là, ça va critiquer le contrat de Jaylen Brown. Si ça se trouve, je dis la poisse à personne, mais il y a un des joueurs injury prone de l'effectif qui va se fumer pendant le training camp 2024 et qui du coup ne pourra pas jouer pendant 4 mois au début. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est ça qui est arrivé à Denver aussi. Hein. Jamal Murray, c'est quand même beaucoup de malchance. J'espère qu'il que soit Boston... pas là et tout. J'espère que Boston va rester patient. Les fenêtres sont bien sûr. petites. J'espère que Boston va rester patient parce qu'ils ont tous les ingrédients. Ça veut pas dire que je dis qu'il faut qu'ils... En fait, je distingue être une équipe middle et à mon avis devoir mettre le bouton rouge et réussir quand t'es une équipe forte à passer le cap, à gagner. On voit beaucoup d'équipes fortes, et c'est normal parce qu'il n'y a qu'un seul champion par an, mais tous les ans, on voit beaucoup d'équipes fortes qui, pour des raisons X ou Y, n'ont pas su gravir la dernière marche. Parfois c'est la malchance, c'est les blessures. Parfois c'est le coach qui a pas été bon. Parfois c'est juste l'adversaire. Bah désolé, t'es Miami, là t'arrives en finale. Franchement, on peut pas leur reprocher grand chose sur ces finales à Miami. Non. C'est juste que Denver, ils leur ont roulé sur la bouche. Voilà, ça arrive. Hein. Tout à fait. Ça arrive. Dites-nous, vous, qu'est-ce que vous avez comme point ? Les tirets les uns après les autres. Votre plan parfait, en fait, pour reconstruire. Que vous soyez fan d'une franchise en pleine reconstruction ou que vous ayez connu des reconstructions. On attend vos commentaires à fond les ballons. Bien évidemment, n'hésitez pas à aller checker la collection de Tarmac qui est en escroc de cette vidéo. Tractopelle et bétonneuse, c'était la grosse question spéciale reconstruction. Quel plan parfait? Avec Léonce et Alex, on vous souhaite une excellente semaine sur HME Trash Talk. Envoyez vos suggestions de grosses questions, on lit tout. Et on vous retrouve lundi prochain. À la prochaine. Ciao.